Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Alors, dans l'histoire africaine, il y a beaucoup de symbolisme. On le voit depuis l'Égypte antique, depuis Tamérie. Et très souvent, les jeunes chercheurs ont du mal à expliquer ce symbolisme. Par exemple, quand on parle du totem, il y a des passages de certains textes de l'Égypte antique où on dit que le fils s'en va chercher le totem du père qui est décédé. Le totem du père qui est décédé. Ça peut être un animal, ça peut être une biche, ça peut être un taureau ou bien un buffle, etc. Mais ça, c'est le double totémique. Ce n'est pas la personne elle-même. C'est le double totémique. Et souvent, en Afrique, il y a des légendes qui expliquent que soit cet animal-là a fait du bien aux ancêtres de certaines familles ou aux ancêtres de certaines personnes. Vous voyez. D'où le grand respect pour ce double totémique qui a fait du bien aux ancêtres dans l'histoire, dans le passé. Alors quand c'est comme ça, cette personne-là ne doit pas tuer l'animal qui est le double totémique de son lignage, de sa famille ou de lui-même. C'est comme ça. Mais l'animal là, ce n'est pas lui. Non, 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 non. Non. Mais c'est comme si l'animal, en faisant du bien aux ancêtres, a créé un lien, puisque les ancêtres reconnaissent que cet animal leur a fait du bien. Donc c'est comme s'il crée un lien. Vous voyez, un lien avec lui. Maintenant, il y a des animaux, des créatures, qui ont un certain, je peux dire, qui ont une certaine signification en Afrique. Par exemple, chez les Akans, l'araignée est symbole d'intelligence. L'araignée est symbole d'intelligence. On n'a pas dit que l'araignée c'est l'intelligence, non. Mais c'est symbole d'intelligence. D'ailleurs, pour la plupart, les araignées ont chacune 8 pattes. Or, le chiffre 8 est très important chez les Akans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la symbolique du chiffre 8 chez les Akans. Chez certains Akans, peut-être pas tous, surtout chez les Nzema. Alors, quand il s'agit du taureau et du buffle, on le voit dans les mythes, par exemple, des peuples de la mer, de Crète. On vous parle du Minotaure. Un taureau sur la tête d'un taureau, sur un corps humain, etc. Et on dit oui, il se nourrit d'êtres humains. Depuis quand des bovidés se nourrissent de chair? Les bovidés là se nourrissent d'herbes et de plantes. Les bovidés ne mangent pas la chair, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que les Crétois là, c'était des Africains, c'était des Noirs. Donc l'explication que les auteurs européens ont donnée au mythe ou à la légende du Minotaure, ils n'ont pas compris. Le buffle, puisque le Minotaure a une tête de buffle, le buffle symbolise la force. Ça symbolise la force. Parce que le buffle ou le taureau, c'est des mêmes bovidés là, ils sont très forts. Ils ont un corps musclé et très fort. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que la lettre A, regardez comment la lettre A est. En fait, c'est la tête du taureau ou du buffle, mais qui est inversée. C'est pour ça que c'est la première lettre. A, ça renvoie à quoi? À Aleph, dans l'alphabet hébreu, ou bien à Alif, dans l'alphabet arabe. Ça veut dire simplement la force, ça renvoie à la force. Ça renvoie à la force. Et il y a un matriclan, ou un clan en ligne maternelle chez les Akans, notamment le matriclan Asamankoma.
chez les Wassa. C'est de Wassa Féacé. La famille royale de Wassa Féacé est à Samankoma. Et le symbole de leur... Bon, ce lignage, il y a plusieurs symboles, hein, mais l'un de ces symboles importants, c'est quoi? C'est le taureau, c'est le buffle. Ouais. Donc, d'ailleurs, même dans l'histoire de la famille royale à Samankoma du Wassa, dans leur déplacement, il y a un endroit où ils se sont installés, ils ont appelé Burakese Djamay, ou bien Burakese Djamay, c'est-à-dire les grands buffles ont abandonné le pays. Les grands buffles qui ont abandonné le pays. C'est-à-dire les terres où ils étaient au départ, les terres d'Amanfi, ils ont abandonné. Ils ont abandonné ces terres-là. Vous comprenez? Donc ça symbolise la force. Mais ce même lignage-là, qui est aussi appelé Mafole chez les Nzma ou Ekwana Ahune chez certains locuteurs du Tui ou bien Tuidan chez les Fanti, l'un de ces symboles, c'est la biche, notamment la biche royale. La biche royale. Pourquoi? Parce que la biche, comme symbole, c'est un symbole de féminité et de grâce. Regardez le déplacement de la biche. Mais c'est aussi l'un des symboles de ce lignage-là. Chez les Akans, la biche est appelée Adwa. C'est pour ça qu'il y a une danse que les Akans exécutent, ils appellent ça Adwa. Ils ont donné le nom Adwa, c'est-à-dire le nom de la biche royale à cette danse. Alors que quand la femme danse, justement, elle danse avec son côté gracieux. Voilà, gracieux comme la biche a des pas gracieux. Et puis l'homme, lui, il montre sa force. Un peu, vous voyez, comme un peu la force du buffle. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de symbolisme dans ces animaux-là, tel que c'est perçu par les populations Akan. Autre symbole, le corbeau et la corneille, mais aussi le serpent. Il y a un lignage, en ligne maternelle bien sûr, que les locuteurs du cul appellent Asona, que les Nzma appellent Ezohile, que certains Sani appellent Sohie. Vous voyez. D'ailleurs, chez les autres, ce lignage est appelé Boyau. Leur symbole, c'est le corbeau, c'est la corneille, c'est le serpent. Vous voyez. Mais ce sont des animaux qui renvoient aussi à quoi? À l'idée de mort. À l'idée de mort. Le corbeau, le serpent, ça renvoie à l'idée de mort. Vous voyez. C'est cela. Parce que le serpent, quand il est venimeux sur vous mort, il peut vous tuer. Vous voyez. Et d'ailleurs, on le sait, le corbeau et la corneille, c'est l'un des rares oiseaux qui peut se poser sur le dos de l'aigle pour le piquer avec son bec. Pour ne pas dire pour le picorer avec son bec. Vous comprenez? Voilà. Mais ça renvoie à l'idée de mort, le corbeau. C'est cela. C'est cela. D'ailleurs, quand vous allez à Bassam, sur le fronton du palais royal de la famille Samandjemle, des Abouré Ehe, vous avez la corneille, voilà, que souvent en Côte d'Ivoire on appelle corbeau, alors que le corbeau est tout noir, mais la corneille, il y a du blanc dans son plumage. Bon, c'est des oiseaux de même espèce, vous voyez. Ça symbolise aussi la mort. Vous voyez pourquoi? Parce que ce lignage, c'est l'un des matrilignage très forts dans le monde Akan. D'ailleurs, la famille royale de Latim Abouakwa, ce symbole justement, c'est le serpent, c'est le corbeau, c'est la corneille, mais aussi c'est la panthère. C'est-à-dire que tous ces animaux-là, ça renvoie à l'idée de mort. Ces animaux-là, ça renvoie à l'idée de mort. Vous comprenez? Et la famille royale Achim Abouakwa, c'est une famille Asona. Bon, dans le Fanti, on dit Unsona. Voilà. Chez les Hébreux, les Tcham, on dit Godouma. L'un de leurs symboles aussi, c'est l'eau. Vous voyez? Et c'est l'un des royaumes qui a résisté le plus à la Chantilly. Le royaume Achim Abouakwa, c'est l'un des royaumes qui a le plus résisté à la Chantilly, à la domination à Chantilly. Par exemple, pourquoi la panthère, par exemple, dit aussi que c'est symbole de mort? Parce que les Akans ont remarqué que
La panthère, c'est un animal qui peut tuer alors qu'il n'a pas faim. Vous voyez? Il y a d'autres animaux, par exemple le lion, lui, il tue quand il a faim. Il tue pour manger. Mais la panthère, elle tue comme ça. Elle tue comme ça. Quelquefois, elle n'a pas faim du tout, pas du tout, mais elle tue quand même. Vous voyez? Même les chats, l'un des symboles de ce lignage aussi, c'est le chat. Le chat aussi, quelquefois, il tue la souris, il n'a pas faim. Hein. Il joue à elle, la souris, il l'a tué, et puis il ne mange pas. Parce qu'il n'a pas faim. Mais quand même, il a tué la souris. Vous voyez? Donc, c'est des animaux qui peuvent donner la mort comme ça pour rien. Voilà. C'est pour ça que dans certains textes pour pleurer, hein, les défunts, chez les Nzema, on appelle la panthère aussi, hein, on dit de la panthère qu'elle est symbole de mort. La panthère est symbole de mort. Hein? Parce que la mort aussi frappe. Hein? Sans raison. Parce que c'est ça. Souvent, les Akans disent que la mort frappe sans raison. Alors, on ne sait pas pourquoi la personne est décédée. Voilà, c'est ça. On ne sait pas pourquoi la personne est décédée. Bon, c'est pour ça que souvent chez les Aladiens, mais c'est simplement un rite. Hein. Quand quelqu'un meurt, on demande à son épouse, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a tué son mari? Bon, c'était un rite formel comme ça, puisqu'elle est censée avoir été à ses côtés au moment où il était malade. Donc, on demande symboliquement à la femme, à l'épouse, qu'est-ce qui a tué son mari? Quand c'est un enfant, on pose la question à sa maman, qu'est-ce qui a tué l'enfant? Bon, vous voyez. Voilà. Alors, un autre symbole, c'est le vautour. Le vautour aussi qui renvoie aussi à l'idée de mort, mais aussi qui renvoie à l'idée de souffrance. À l'idée de souffrance. Il y a un matriclan qui chez les Akans est appelé Asokore, ou Kona Asokore, que les Nzema appellent Azangoulé, et que les Agnis appellent Asanglou. Mais les Hébreux appellent ce lignage-là Abromando. Abromando. On dit que leurs ancêtres ont souffert. Hein, la mort a frappé leur rang. Leur symbole, c'est le vautour. Qu'on a à Socoré. Mais ce lignage aussi est appelé Asséné. Asséné. Oui. On dit la mort a frappé leur rang. Et donc leur symbole, c'est le vautour, qui est aussi symbole de mort. Bon, vous voyez, dans l'Égypte antique, hein, la Haute-Égypte, c'est-à-dire la partie qui est au sud, vers la région de Thèbes, leur symbole, c'était quoi? C'était le vautour. C'était le vautour. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a 3 matriclans au sein des Akans, notamment le matriclan Kona Asokoro ou Assini ou Azangoulé, le matriclan Oyoko, hein, qui est celui de la famille royale de la Chanti, que les Nzema appellent Aloba, et puis il y a le matriclan Adarone, que les locuteurs du cul appellent Odako ou bien Asakire. Leurs symboles sont toujours des oiseaux falconidés. Voilà. Voilà. Pour le lignage Odako, c'est l'épervier. C'est l'épervier. Mais vous voyez, chez les Koulango de Bouna, la famille royale des Koulango de Bouna, hein, le vautour falconidé, c'est le symbole. C'est le symbole de la famille royale. Vous voyez. Et à Thèbes, le vautour est le symbole de la famille royale. Mais le vautour, c'est vrai, il mange des animaux qui sont morts. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un nettoyeur, c'est quelqu'un qui nettoie la nature. C'est quelqu'un qui rend propre la nature. Hein, c'est quelqu'un. C'est un oiseau qui rend propre la nature, le vautour. Hein? Le vautour rend la nature propre. D'ailleurs, on le sait, chez les Tibétains, hein, les Tibétains qui vivent dans des zones très montagneuses de la région de l'Himalaya, mais il n'y avait pas de terre meuble pour pouvoir enterrer les morts. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils découpaient les défunts, ils découpaient les cadavres qu'ils mettaient dans certains endroits de la montagne, hein, pour que les vautours viennent manger ces corps-là, ces corps humains-là. Manger ces corps humains. Voilà. C'est comme ça. Il y a certains qui vont trouver mais vraiment c'est chaud. Mais c'était comme ça, puisque les Tibétains ils vivent dans la montagne, donc ils n'ont pas assez de terre cultivable. Ils ne peuvent pas utiliser le peu de terre cultivable qu'ils ont pour en faire des cimetières. Donc voilà comment ils procédaient. Vous voyez. Voilà.
Donc, il faut connaître le symbole qui est derrière les animaux. Le symbole, c'est que les animaux symbolisent. Vous voyez, c'est que les animaux symbolisent. Quand on représente par exemple la vache, c'est quoi? C'est lié à l'allaitement. La vache est liée à l'allaitement. À ce que l'être féminin donne. Parce que la vache donne le lait, mais la femme aussi donne le lait. Vous voyez, c'est cela. Donc il y a tout un langage symbolique qu'il faut connaître. Si on ne connaît pas ce langage symbolique-là, on a du mal à expliquer même certains tests même, hein, des pyramides ou du livre de la sortie au jour ou les tests des sarcophages. Vous voyez. Dans les tests des Égyptes antiques, quand quelqu'un dit « mon cœur ne bat pas », cela veut dire qu'il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il n'a pas peur. Même dans les langues africaines, quelqu'un te dit « mon cœur ne bat même pas un peu même », cela veut dire qu'il n'a pas peur. Parce que quand on a peur, ben, le cœur bat la chamade. Vous voyez, le cœur bat la chamade. Et puis vous avez par exemple le perroquet. Le perroquet. Le perroquet est symbole de parole. Le perroquet est symbole de parole parce que c'est l'un des rares oiseaux qui peut imiter un peu la parole humaine. Vous voyez, le perroquet est symbole de parole. C'est ça. Le perroquet est symbole de parole. Mais quand on voit par exemple Inepu ou bien Anubis, certains ont dit Dieu chien ou bien Dieu chacal. Mais c'est totalement ridicule. Non. Ça symbolise la fidélité. Chez les Africains, quand vous voyez le chien, d'ailleurs même en français les gens disent quoi? Fidèle comme un chien. Mais je suis sûr que ça ne vient même pas de chez eux. Ça vient de l'Afrique. Ça vient de l'Égypte antique. Parce que le chien, mais ce n'est qu'un loup qui a été apprivoisé. C'est l'un des premiers animaux apprivoisés par l'être humain, puisque quand les êtres humains créés sortent de la vallée du Nil et de l'Omo, ce sont d'abord des chasseurs-cueilleurs. Et pour la chasse, ils ont eu besoin d'apprivoiser le loup qui est devenu le chien. C'est pour ça qu'il est dit, par exemple dans les traditions des Akans, que le clan qui a pour symbole le chien et le feu, notamment que chez les locuteurs du cuir, chez les Ashantis, chez les Brons, ils appellent Aduana. Aduana, ça veut dire le matrilignage du chien, mais en fait de ceux qui a pour symbole le chien. Voilà. Ils appellent ça Aduana. Chez les Hébreux ou Tchaman, cela est appelé Badoma. Ba, c'est le chien. Chez les Agnis, cela est appelé Afria. Afria, c'est le chien. Chez les Mans, cela est appelé Ndouafo. C'est ceux qui sont du chien, ceux qui sont du Batitan qui a pour symbole le chien. Donc, quand on voit Inepu ou Anubis qui se penche sur le mort, qui a une tête de chien, on va dire le dieu chien. Non. C'est le symbole de la fidélité. Voilà. Voilà. Il prend soin parce que le chien, il est fidèle à son maître. Il est fidèle à son maître. Donc, ça symbolise la fidélité. Ce n'est pas une affaire de divinité chien, non. Ou bien de divinité chacal. Il ne s'agit pas de ça. Ça renvoie à l'idée de fidélité. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut prendre soin du corps. Parce que pour les Noirs, les ancêtres africains, les ancêtres des Taméri, le corps est important. On le voit même dans le livre de la sortie au jour, où il dit que son corps n'a pas été perdu. Son corps est préservé. Parce que même le corps avait besoin d'être préservé. Alors c'est pour ça que quand je vois des racistes, égyptologues, européens, qui viennent lutter la paternité ou ceux qui sont à l'origine de la civilisation de l'Égypte antique, j'ai ri. La civilisation de l'Égypte antique est une civilisation agraire. C'est une civilisation agraire. C'est les gens qui pratiquent l'agriculture. Les Européens, les ancêtres, ils pratiquaient l'agriculture. Les Caucasiens, ils pratiquaient l'agriculture. Non, c'est après. Sinon, c'était des guerriers nomades. Les ancêtres des Sémites, ils étaient quoi? Eux aussi, ils étaient des nomades. Mais au moins qu'ils avaient un cheptel qu'ils élevaient. C'est pour ça que les anciens Égyptiens les appelaient Amous, c'est-à-dire les errants, les gens qui errent. Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, il y a tout un symbolisme qu'il faut... Le crocodile. Le crocodile, par exemple, bon, c'est l'un des symboles aussi de la famille Asuna dont je vous ai parlé, qui a aussi pour symbole le serpent, le corbeau, la corneille, etc. Voilà.
la panthère. Le crocodile, c'est aussi l'un de ces symboles. Mais le crocodile représente aussi l'homme de pouvoir dans les régions lagunaires. Le crocodile représente l'homme de pouvoir dans les régions lagunaires. J'ai même remarqué que quand les chefs Bétibé, c'est-à-dire Otilé, se rassemblent, quand ils sont autour d'une table, on met un crocodile sculpté en bois au milieu, sur la table. Vous voyez? Parce que le crocodile est symbole de l'homme de pouvoir. C'est comme ça. Même en Ashanti, c'est vrai, il y a le lac Bosumtwe. Mais en Ashanti, il y a un chapeau de guerre qu'on appelle Denchemche. C'est fait en peau de crocodile. C'est fait en peau de crocodile. Oui. Parce que le crocodile, c'est l'animal le plus puissant. Hein, c'est le prédateur le plus puissant dans les zones de lagunes. Vous voyez, dans les zones de lagunes. C'est comme ça. Donc il faut connaître un peu le symbolisme de ces animaux-là, à quoi ça renvoie pour comprendre. Bon, j'en suis déjà à 21 minutes. Vous avez aussi les fourmis, notamment les fourmis magnas. Les fourmis en général, les fourmis magnas, etc. D'ailleurs, il y a certains groupes d'Agni, dans leur déplacement, ils étaient constitués de différents clans. Ils ont pris le nom de Ndje. Ndje, c'est les fourmis magnas. Mais ça symbolise quoi? Ça symbolise la solidarité. Les fourmis magnas symbolisent simplement la solidarité. Voilà, ça symbolise la solidarité. C'est comme ça. Donc, il faut connaître le symbolisme, hein, pour pouvoir expliquer certains éléments, même de l'Égypte antique, et aussi de l'Afrique noire. Enfin, c'est vrai, les Khmers, ils étaient noirs, mais je veux dire, c'est pour ça que Cheikh Anta Diop a dit que l'Égypte éclaire, l'Égypte antique éclaire l'Afrique, l'Afrique noire éclaire l'Égypte antique. Donc, c'est comme ça. Vous voyez. Donc, c'est cela. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Philippe Sodbon, université qui est à Abidjan, c'est à Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.